Donc je suis une spécialiste batterie pour les véhicules électriques, pour Renault. Merci Jean-Marie pour l'invitation. J'ai discuté avec Jean-Marie sur le périmètre à aborder lors de ce colloque. Et étant compétente sur la batterie pour véhicules électriques, c'est sur ça que je comptais passer le plus de temps et parler aujourd'hui. Et il faut dire qu'il a beaucoup insisté pour que quelques questions que l'on se pose sur le véhicule électrique, donc sur le véhicule dans son ensemble, soient également abordées. Donc j'ai structuré l'intervention d'aujourd'hui dans un pendant quid de la batterie, quid de ses paramètres clés, on va dire, et qu'est-ce qui se passe lorsqu'on regarde au véhicule dans son ensemble et quel est l'impact sur un usage véhicule qui ne sera pas le même usage que celui qu'aujourd'hui on a envers les véhicules thermiques. Je vais commencer tout d'abord par une petite note sur l'histoire du véhicule électrique, avec des jolies photos, des jolis véhicules, pour rappeler que l'aventure automobile a commencé au début du siècle en électrique, et que les deux systèmes, véhicules électriques et thermiques, ont été un moment en compétition. Donc on voit du minibus à des très jolies voitures de luxe juste avant la Deuxième Guerre. Et ce qu'on voit, en fait, ce qu'on voit ici, c'est à quoi pouvait ressembler une batterie de traction. Donc toute l'énergie pour faire fonctionner le véhicule était immagasinée dans ces batteries qui étaient des batteries plomb. Et voici le moteur électrique qui allait avec. Donc du temps a pas mal passé. Le véhicule thermique a clairement pu dominer en vue entre autres, une autonomie plus importante offerte. Et je pense que l'histoire du véhicule électrique étant très liée à l'histoire de la batterie, ça vaut la peine ici de faire un petit zoom sur le développement côté batterie, sachant que le plomb est resté le roi des batteries pour toute application pendant très longtemps, pendant tout le XXe siècle, et ce n'est qu'à partir des années 70 qu'on commence à avoir de la compagnie, on va dire, la scène s'anime. Et avec deux technologies, le nickel-cadmium et le nickel-métal-hydrure, qui existent aujourd'hui et qui ont permis de distancier le plomb en allant vers des densités d'énergie plus importantes. L'axe ici, c'est une densité d'énergie, donc c'est les wattheures par kilo. L'axe des puissances est également important, mais j'ai voulu mettre en avant ici ce qui permet d'immagasiner plus d'énergie, c'est-à-dire ce qui donne finalement l'autonomie de l'objet que l'on alimente, que ce soit des téléphones portables qui initialement étaient en nickel-métal-hydrure ou des véhicules électriques. Dans les années 90, Sony commercialise la première batterie lithium-ion. Et aujourd'hui, c'est évidemment la technologie qui permet d'avoir plus d'énergie dans une masse et un volume donné. Sachant qu'il ne faut pas oublier, aujourd'hui, on a une technologie lithium métallique qui théoriquement pourrait être supérieure même à la lithium-ion. La lithium métallique consiste à ne pas utiliser de matériaux d'intercalation et évidemment d'une façon plus compacte garder un réservoir de lithium sous forme de feuilles métalliques. Le système aujourd'hui fonctionne avec un polymère fondu, c'est un système qui fonctionne à chaud et c'est la technologie utilisée par Bolloré pour sa Blue Car.
on va revenir un peu sur l'univers véhicule dans ces années-là. Il y a eu quand même la France historiquement un rôle prépondérant dans la fabrication de véhicules électriques via Renault, mais également beaucoup via Peugeot qui a participé à une production de véhicules électriques qui a été la plus grande production au monde. C'était un environnement historique, on va dire, assez particulier, avec des décisions françaises sur le nucléaire qui ont fait on a vu un grand intérêt dans un possible essor du véhicule électrique. La batterie, à cette époque, était une batterie nickel-cadmium qui, sur un Kangoo, permettait 70 km d'autonomie sur cycle homologué. Et sachant que les nickel-cadmium ont plus d'effet mémoire, donc une dégradation au cours de l'usage, et que par rapport à un cycle homologué, moi je vais insister pas mal là-dessus, les cycles que réellement un client peut avoir sont très dépendants de sa façon de conduire. Et donc, un conducteur pouvait se retrouver avec une quarantaine de kilomètres d'autonomie, ce qui était clairement insuffisant. Donc, cette petite aventure, on va dire, n'était pas franchement un succès. Et pour moi, la date à retenir lorsqu'on regarde l'électrification du véhicule, et au fait, en 97, la première commercialisation en masse d'un véhicule qui a une batterie de traction, donc qui est une batterie qui participe à la traction du véhicule, contrairement à la batterie de démarrage, et qui était basée sur du nickel métal-hydrure. C'est aujourd'hui le système employé par tous les véhicules hybrides. Et qui fait un effort de recherche très important a commencé je dirais en début des années 2000 pour adapter l'objet batterie à une application véhicule. Cet effort, bien sûr, s'est fait sur la technologie pour le véhicule hybride. J'irai tout de suite sur une petite présentation des différents niveaux d'hybridation possibles. Donc, ce qu'on cherchait, c'est plutôt l'application puissance, mais ça a certainement bénéficié à un développement batterie qui a touché également le lithium-ion, qui a touché également les batteries d'énergie, et ensemble avec tout ce qui était généralisation des objets portatifs, les PC, les téléphones portables, un besoin accru d'énergie, apporté à une maturité dans le lithium-ion qui permet aujourd'hui de passer à une commercialisation en masse. On ne parle pas de quelques flottes, de quelques prototypes. C'est un peu un moment charnière où on commercialise des volumes qui sont des volumes tout à fait importants et c'est tout à fait nouveau. Donc si on va regarder quel type de gain consommation on peut espérer pour les différents niveaux d'hybridation, et si on regarde ici aux fonctions qui vont avec les différentes nomenclatures de véhicules hybrides, on part de hybride micro, où essentiellement c'est l'arrêt du moteur est permis. Donc la batterie sert essentiellement à contrer l'arrêt d'un moteur. On va vers des systèmes mild où la batterie participe à la traction, mais uniquement dans des phases d'accélération et décélération. Donc il y a du freinage récupératif. Et on a des hybrides dits full hybrid, type Prius, qui permettent d'ajouter une petite composante de traction toute électrique, qui s'arrête à des vitesses supérieures à 20 km/h pour la Prius, par exemple. Cette hybridation permet des gains conso
qui sont certainement dépendants du cycle, mais qui sont aussi limités. Et pour aller plus loin, il faut passer à des quantités d'énergie stockées dans la batterie plus importantes, ce qui veut dire qu'il faut la recharger à une prise, alors que le grand avantage qui a fait de ces véhicules, c'est que c'est un système dit cycle fermé. L'utilisateur peut complètement ignorer le fait qu'il a un système hybride dans son véhicule, c'est-à-dire il n'a pas besoin de charger la batterie, elle se charge pendant le roulage par le moteur qui travaille à des conditions favorables pour la consommation. Voici les véhicules Renault. J'ai mis des dates de sortie. C'était une des questions, je pense, qu'on peut se poser, c'est quand est-ce que ces véhicules sont disponibles. Donc, c'est une certaine ambition d'en sortir 4 dans les 2 années qui viennent. Et à l'automne, on commercialise un Kangoo. C'est une petite utilitaire. L'affluence, c'est la berline qui est utilisée pour nos projets Better Place. C'est un projet qui prévoit l'option « je change la batterie dans une station de change rapide ». Ces stations seront installées en Danemark et en Israël. Et ces 2 véhicules sont une adaptation d'une base existante, alors que la Zoé, c'est un véhicule qui sort l'année prochaine et qui est le premier véhicule conçu dès le début par notre ingénierie pour être un véhicule électrique, avec des considérations de masse, de CX, donc résistance à l'air, etc. Et ensuite, on a aussi un véhicule un peu particulier. C'est une sorte de scooter 4 roues qui est le Twizy pour un usage urbain, donc un micro-véhicule. Voici un peu ce qui sera le plan de mon exposé. Les facteurs clés pour une batterie pour véhicule électrique vont des performances qu'on mesure en énergie et puissance. Je parlerai du coût de cette batterie, est-ce que c'est viable, de sa durée de vie, des aspects sécurité et un bilan cycle de vie. Et comme je l'ai dit, je vais faire un petit pendant avec ce que ça implique niveau véhicule. Donc, performance, la question que je pense on se pose, c'est quelles sont les performances batterie, comment ça se traduit en prestation véhicule, et est-ce que la fameuse autonomie est telle que ça risque de plomber le véhicule électrique. Donc, de quoi on parle lorsqu'on parle d'autonomie limitée? Donc, en termes de prestation batterie, de performance batterie, j'ai ploté ici la puissance pic, l'énergie, et ce qu'on voit, c'est pour chaque application, donc le stop and start, le mild, le full HEV, on est à des puissances qui sont linéaires, des puissances pic qui sont linéaires, et des énergies embarquées qui sont logarithmiques. L'objet est donc extrêmement différent dans son ratio puissance-énergie. Et ce qui fait que pour une application stop-start, une batterie plomb ou des super capas, des LC, double layer capacitors, peuvent faire l'affaire. Pour du 42 volts avec une assistance au démarrage et du freinage récupératif, on commence à avoir du lithium-ion haute puissance qui peut être intéressant. Par contre, lorsqu'on va vers le full hybride, aujourd'hui, 100% des véhicules hybrides fonctionnent avec du nickel métal hydrure, parce qu'en puissance, ça se justifie, c'est un système connu, c'est un système qui est commercialisé depuis 1997. Donc c'est un pas de passer à un système lithium-ion, mais un pas inévitable, je pense. Et les applications hybrides rechargeables ou EV complet, c'est les applications pour lesquelles on ne peut pas se passer d'une batterie lithium-ion.
ce qui comporte un degré d'innovation très, très important. Et voici à quoi ressemble un pack batterie pour véhicule. Ceci est le pack de l'affluence, celui-ci est le pack de la Kangoo. Donc on a un système de plusieurs cellules mis en ce qu'on appelle modules qui sont alignés dans ce qu'on appelle un pack. Et les caractéristiques d'un pack, pour avoir touché un petit peu ce que ça veut dire, c'est je parle des gros véhicules, je ne parle pas de la Twizy. On a des watters embarqués qui sont supérieurs à 20 kWh. Donc on va de 20, je dirais, à 30 kWh. Il y a toute une stratégie d'utilisation de ces watters. Est-ce qu'on les utilise tous tout de suite ou est-ce qu'on adapte la plage d'utilisation? Une masse qui est quand même pas négligeable. On parle de 200 kg de batterie. Donc ça, c'est ce qu'on a sur les véhicules, ce que ça veut dire. Et pour avoir des tensions qui sont de l'ordre de 350-400 volts, on a une cellule lithium-ion, c'est 3,6 volts, donc il faut les mettre en série. Donc ça, c'est un peu ce que ça représente en termes de pack batterie. Et voici un peu ce qu'on a en termes d'autonomie véhicule, de vitesse maxi. Je me suis dit que c'était un des facteurs importants et de puissance moteur. Sachant que clé de lecture, NEDC, c'est un cycle d'homologation, donc c'est les deux véhicules qui sortent les premiers qui ont été homologués à ces kilométrages, et j'insiste, un client, en fonction de l'utilisation, il peut faire beaucoup moins, et même beaucoup plus. Tout récemment, il y a eu un challenge organisé par Michelin qui consiste à rouler en véhicule électrique et faire le plus de kilomètres possible. Et le gagnant fait des kilomètres. C'est pas une compétition de vitesse, mais de kilomètres faits. Et ça a dépassé les 200 kilomètres. En termes d'autonomie, on est limité, d'accord? Et quelles sont les stratégies pour contrer à cette limitation? Donc déjà, les véhicules sont équipés un câble charge partout. Il suffit d'une prise dans le garage d'un voisin. Ensuite, d'un boîtier pour une recharge dans un garage chez soi, qui charge légèrement plus rapidement, donc de 6 à 8 heures. La charge rapide, c'est une question d'infrastructure, donc on prévoit des parkings supermarchés, flottes, entreprises qui permettent de charger rapidement. Du point de vue de la batterie, ce que la batterie peut tolérer, c'est une charge d'environ, dans un temps d'environ 30 minutes. On ne charge jamais jusqu'à 100%, mais plus que 80%. Et il y a dans certains pays qui ont une configuration île des stations de quick drop. J'ai une petite image de à quoi ça consiste. Donc avec des stations, je vais en parler. Donc j'en parle au slide suivant. La possibilité de suivre d'une navigation intelligente pour identifier les bornes de recharge lorsque celles-ci, les charges rapides, seront déployées, et aussi d'être averti à tout moment, dans un moment de grande connectivité, sur son téléphone portable, par exemple, de l'état de la batterie pour un usage qui est adapté. Ensuite, il y a toujours une question sur est-ce qu'on peut faire le Paris-Marseille le week-end? Non. Enfin, avec une étape, mais il est envisagé de proposer des forfaits de location de véhicules thermiques pour des périodes courtes. Ceci est une image du concept du quick drop. J'insiste sur le fait que du point de vue de l'ingénierie, une batterie à haute tension qui fait clic-clac et qui s'éclipse, c'est une vraie prouesse. Et le principe étant qu'à batterie vide,
on est une station qui permette de faire descendre la batterie vide et de remonter une batterie pleine. Ceci est permis par un modèle de coût dont je parle tout de suite, qui fait que le conducteur n'est pas propriétaire de sa batterie. Donc niveau coût, on peut se poser la question, quel est le coût pour le client et surtout comment on se compare vis-à-vis d'un véhicule thermique. Alors je peux répondre tout de suite, un véhicule électrique est plus cher. Un véhicule électrique est plus cher, il y a un surcoût notamment dû aux 200 kg de batterie. Et aujourd'hui, si on regarde des sociétés qui font des estimations de coûts et qui sont, à mon avis, entre autres, assez optimistes, en 2015, elles estiment un coût. Alors, c'est tout ce qui est cellules, c'est tout ce qui est pack. Donc, finalement, la valeur à regarder en dollars par kilowattheure, c'est le haut. Et qui, pour un pack, pour une hypothèse de pack de 24-25 kWh, donne des coûts batterie et probablement optimistes qui frôlent les $9 000, sachant que c'est fluctuant au taux de change, mais c'est un coût très important, c'est un coût qui impacte le coût d'achat d'un véhicule électrique. Donc l'approche est d'en partie récupérer ce coût par un bonus écologique qui est de 5 000 € pour un véhicule électrique et de récupérer ce coût de la batterie par un modèle de location de la batterie pour le client. Donc le client, il achète son véhicule au même prix qu'un véhicule diesel et il aura un forfait mensuel pour payer sa batterie. Et aujourd'hui, le but étant de pouvoir garder ce type de modèle sans subvention, grâce à des volumes importants. Ça, c'est aujourd'hui ce qui est annoncé sur les coûts, juste pour avoir un petit aperçu. Il est clair que si on utilise son véhicule électrique une fois par mois, c'est des forfaits qui peuvent peser, mais qui, dans un usage qui est de deuxième véhicule et pour faire les petits trajets quotidiens, est tout à fait viable. En termes de durabilité, pour moi, la question est un peu... D'accord, on a des performances qui sont des performances batterie neuve. Comment ces performances évoluent-elles ? Il est clair que les grandeurs, donc ce qu'on suit en véhicule hybride, c'est plutôt la perte en puissance, parce que c'est ce qui domine, et ce qu'on suit en véhicule électrique, c'est plutôt l'énergie. Donc on aura une évolution, donc une perte en énergie, une perte en puissance. Ce qui est très... Alors habituellement on parle de beginning of life, end of life, donc c'est ça qu'on voit. Tout au long de la vie automobile, on surdimensionne des performances initiales pour avoir l'énergie et la puissance cible au milieu de vie du véhicule. Il est absolument clair que vu le coût de la batterie, on n'envisage pas de remplacement. Donc ça met une contrainte très forte sur l'évolution et sur la maîtrise de cette évolution. Que fait Renault, vu qu'on ne peut pas tester 10 ans, 15 ans une batterie avant de la mettre sur le marché? On travaille beaucoup sur des conditions d'accélération de ce vieillissement par des cyclages à régime très élevé, en enchaînant des cycles de roulage alors qu'on sait qu'il y en aura 1 ou 2 par jour et pas plus, en travaillant sur des cyclages à température élevée et en mettant tout cela ensemble pour une estimation qui est toujours très délicate lorsqu'on extrapole ensuite sur 10 ans, sur 15 ans.
Ensuite, il y a tout ce qui est valeur résiduelle dans la batterie, donc la possibilité d'une deuxième vie qui n'est possible que si cette stabilisation va au-delà de la durée de vie du véhicule. En termes de sécurité, donc quid de la batterie, quid de sa fiabilité. Donc le principe de base, c'est qu'un véhicule électrique, sa sécurité doit être équivalente d'un véhicule thermique. Et je suis bien précise, thermique, on ne cible pas un GPL, par exemple. Toute limitation d'accès à des parkings, c'est une restriction dans l'utilisation du véhicule électrique. Donc, niveau cellules, déjà, je dirais 98% des batteries portables sont à base d'un oxyde de cobalt à la positive. Et c'est un matériau qui n'est pas envisagé du tout pour l'application automobile pour des raisons de sécurité. Donc c'est là qu'il y a une notion encore d'innovation, parce qu'on part sur une famille de chimie qui a très peu vu le jour commercialement dans un univers de tout ce qui est portable, outils portatifs, etc. En termes de sécurité PAC, donc tout cela est géré par des contrôleurs avec différents degrés de sécurité, différentes redondances. Et enfin, niveau véhicule, il faut voir qu'on applique tous les tests standards sécurité et on s'attend à ce qu'il y ait moins, voire la même réaction, mais moins de réactivité du système pour le véhicule électrique. Enfin, pour tout ce qui est cycle de vie et recyclage, donc on se pose un peu la question, est-ce que la batterie se recycle, quel est le bilan, et surtout, est-ce que ce bilan est favorable en France compte tenu d'un mix énergétique français, et quid des véhicules électriques chinois. Il y a un grand essor du véhicule électrique en Chine, des énormes programmes de financement, et qu'est-ce que ça donne réellement? Est-ce que c'est uniquement un déplacement de pollution ailleurs, ou est-ce qu'au bilan, il y a tout de même un intérêt? Donc en effet, ce qu'on compare ici, c'est une Mégane 3 qui est la même plateforme que la Fluence, en essence, en diesel. Donc c'est un peu celle-là qui est la référence. Et ensuite, on a du puits au réservoir et du réservoir à la roue ce qu'on a avec différents scénarios d'approvisionnement énergétique. Donc un mix européen, la France qui est très intéressante du fait du parc nucléaire, et voici un scénario pour une économie basée sur un approvisionnement énergétique provenant d'une filière carbone. Ça reste à peu près au même niveau, légèrement inférieur qu'un diesel. Donc en effet, si on fait des véhicules en Chine, si on les charge en Chine, ça sera pas très climat au niveau bilan total. Par contre, voilà, il y a tout ce qui est bruit, il y a tout ce qui est déplacement des sources. Et en termes de recyclage, donc moi, il y a quelques années, j'ai commencé à aller des conférences sur le recyclage des batteries lithium-ion, et ce qui m'a frappé, c'est que bien avant, juste avant qu'il y ait une directive européenne qui impose des filières de recyclage, les recycleurs se battaient pour les récupérer, ces batteries. Pourquoi? Parce qu'il y avait du cobalt qui a de la valeur, et le recyclage d'une chimie pour portable à base de cobalt est tout à fait rentable. Le cobalt, on peut le revendre ensuite. Et donc, bien avant que l'Europe impose de recycler, il y avait des systèmes de collecte qui s'étaient mis en place. Alors, malheureusement, pour les raisons de sécurité que j'ai mentionnées, il n'y a pas de cobalt dans les véhicules électriques. Donc, c'est une filière
dont la maîtrise du coût est vraiment importante. Quoi qu'il en soit, une directive européenne dit, nous charge de recycler les batteries qu'on met sur le marché. Donc c'est une responsabilité de Renault, sachant que les défis un peu à relever sont l'aspect coût du fait de l'absence presque du cobalt, d'une plus grande taille, donc un inertage de ces batteries juste avant traitement. Et puis, il faut mettre en place une filière qui, on l'espère, verra les premiers packs batteries usagés dans 10 ans. Donc, c'est aussi une filière à mettre en place avec un temps de décalage prévu. Et puis, je vais conclure sur quelques perspectives en termes, d'un côté, des matériaux pour les batteries et de l'autre côté, un petit peu d'usage de ces véhicules. Matériaux aujourd'hui, ça c'est les matériaux couramment utilisés pour l'application véhicule électrique. Donc, on n'a pas d'oxyde de cobalt, on remplace souvent, on reste avec une structure lamellaire, on remplace le cobalt partiellement par du lithium ou du manganèse. On a aussi des structures 3D qui sont des structures olivines et spinelles. Donc, aujourd'hui, ça c'est ce qui est envisagé et ce qui se décline. Il n'y a pas de très grands gagnants, dans le sens que on voit toutes ces technologies un peu variées selon les différents projets véhicules. Renault étant sur un mélange de ces oxydes lamellaires avec le manganèse spinel. Et donc, qu'est-ce qu'on voit? En fait, on voit qu'il y a beaucoup de pistes existantes. Il y a tout ce qui est, alors en haut, c'est plutôt les négatives, donc des alliages de lithium qui permettent couplés à des négatives haute énergie, ça veut dire on travaille sur de la plus haute tension ou des plus grandes capacités. En capacité, ça peut aller jusqu'à des 300 mAh par gramme, par exemple. Et en tension, aujourd'hui, on est à des tensions positives qui sont sur les 4 volts et on pousse vers les 5 volts. Donc, c'est des systèmes pour embarquer plus d'énergie par rapport aux chimies actuelles qui existent et qui fonctionnent en laboratoire. Et le grand défi et le grand axe de recherche, c'est de porter ces systèmes vers une durée de vie qui soit compatible avec une application véhicule électrique. Le portable se situe là. Donc finalement, l'application véhicule électrique va demander une plus grande durabilité de ce système, ce qui est naturellement un défi, vu que plus d'énergie, souvent plus de variations volumiques de ces matériaux, et c'est compliqué pour que tout tienne et il y ait une bonne cohésion dans des cellules de taille importante. Et ensuite, il y a d'autres matériaux intéressants, peut-être plus pour l'application hybride. Tout ce qui est négatif à base de titanate, c'est le problème inverse. Il y a beaucoup moins de variations volumiques, du coup beaucoup moins d'endommagement mécanique lors de l'utilisation, lors du cyclage. Donc on est à des durées de vie excellentes. Et par contre, il y a moins de lithium qui rentre, donc du coup on est un peu à des densités d'énergie qui ne sont pas tout à fait adaptées pour le véhicule électrique. Donc il y a des limites qui sont celles du véhicule électrique. Le but étant d'aller vers des améliorations globales sur les deux axes. Ensuite, tout à fait sur un autre registre, il y a tout ce qui fait beaucoup discuter, le vehicle to grid, vehicle to home. On passe
comme on l'a beaucoup entendu ces jours, hier et aujourd'hui, à des sources en énergie qui sont moins constantes et qui nécessitent de stockage. Et donc il y a tout ce qui est energy management, y compris peut-être utilisant des stockages maison, production maison, et on parle même d'utilisation des véhicules électriques pour alimenter les applications électriques d'un appartement, sachant que ce que ça implique niveau durabilité batterie, les cycles additionnels, est-ce que c'est viable tout ça, ça reste une question ouverte. Voilà. Donc merci pour votre attention.